Allez, on va pouvoir démarrer. Alors, déjà en introduction, on peut peut-être expliquer un peu comment on va passer ce petit webinaire, juste d'un point de vue logistique. Donc, on va être trois intervenants. On aura l'occasion de se présenter, Noémie, Mathieu et moi. Vous avez, tous les participants, la possibilité de poser des questions grâce à l'outil qu'on utilise. Et pour poser des questions, en fait, c'est très simple. Vous avez soit en bas de votre écran, soit en haut de votre écran, un petit icône où il y a marqué Q et R pour questions et réponses. Et vous pouvez poser vos questions dans cette petite interface. Si les questions sont rapides et simples, on va pouvoir vous y répondre directement par écrit. Et puis, si les questions nécessitent un peu plus de développement, eh bien, on les prendra à l'issue de ce petit webinaire. Et donc, à ce moment-là, on pourra en rediscuter ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On est parti pour à peu près une trentaine de minutes, ce qui nous laissera le temps ensuite de faire une petite session de questions-réponses et de pouvoir faire ce premier webinaire donc, sur la relation client dans le télétravail. Alors peut-être pour essayer de dire pourquoi on souhaitait faire un webinaire sur cette thématique-là, la première raison, c'est que c'est un sujet qui est tout à fait de situation, puisqu'en ce moment, peut-être un grand nombre d'entre vous est en télétravail. Et une autre raison qui est aussi évidente, c'est celle de la thématique qu'on travaille au sein de la société Inch. On est un outil à destination des gestionnaires immobiliers. C'est un outil qui adresse deux thématiques principales, celle de la relation client et de la relation fournisseur. Donc, il était normal qu'on s'adresse à cette partie-là. Et avant peut-être de commencer vraiment ce webinaire, juste pour vous rappeler, vous êtes certainement nombreux à être connectés aujourd'hui. Peut-être vous êtes syndic, gestionnaire locatif, vous êtes property manager dans l'immobilier tertiaire, vous êtes peut-être gestionnaire dans l'immobilier social. En tout cas, toute personne est la bienvenue aujourd'hui si elle travaille dans l'immobilier parce que normalement, les sujets traités vont pouvoir les intéresser. Voilà pour la petite mesure d'introduction. Je vous propose peut-être qu'on commence par se présenter. Est-ce que, Noémie, tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours? Tout à fait. Alors pour commencer, bonjour à tous. Je m'appelle Noémie Récy, je suis responsable commercial chez Inch depuis maintenant 4 ans. Et avant ça, j'avais une expérience de gestionnaire de biens chez Auralia. Du coup, ça me permet de bien connaître les problématiques de communication au sein de l'immobilier. Je laisse la parole à Mathieu pour se présenter. Alors oui, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis donc Mathieu Fro, je travaille chez Inch depuis maintenant 5 ans. Je suis responsable du pôle client chez Inch et je suis en charge de tout ce qui concerne le déploiement, le parcours et l'expérience client. Merci. Et moi-même, donc Thibaut Favre, je suis cofondateur de la société Inch et ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on accompagne les professionnels de l'immobilier dans leur transformation digitale. Et on va essayer de vous donner à nouveau aujourd'hui quelques informations un peu là-dessus. Alors, pour donner du contexte à la présentation d'aujourd'hui, on peut peut-être rappeler un peu ce qu'il y a derrière le concept de relation client. Comme tout sujet un peu lié aux activités de service, il y a un élément essentiel qui est le fait de pouvoir bien connaître ses clients. On aura l'occasion d'en parler à plusieurs reprises pendant cette présentation, mais la notion de connaissance du client, documentation du client va être assez importante. Cette documentation nous permet de faire un état des lieux et donc de s'améliorer par rapport à cette relation client pour pouvoir apporter un meilleur service auprès de ces mêmes clients-là. Des clients qu'on connaît bien et auprès desquels on est dans une constante amélioration, c'est peut-être des clients aussi qui vont avoir une bonne image de marque. Cette bonne image de marque permet, si elle est alliée à nouveau avec une qualité de service qui est au rendez-vous, de fidéliser les clients. Les clients vont être contents du service qu'ils ont, ils vont vouloir rester. Et lorsqu'on a des clients contents, une bonne image de marque et une bonne qualité de service, eh bien, on peut proposer des offres sur mesure, bien évidemment à ces clients avec lesquels on travaille déjà, en proposant des offres complémentaires, ou peut-être à de nouveaux clients. Il sera facile de demander éventuellement une prise de référence ou du bouche à oreille à des clients, puisqu'ils vont être satisfaits et être en mesure de communiquer autour de nous. Donc, vous voyez, le concept de la relation client adresse plusieurs niveaux. On va essayer de les détailler ensuite lors de la présentation d'aujourd'hui. Et même si ça peut être détaillé, il y a aussi un concept clé que Mathieu voulait vous partager. Et donc, je lui laisse la parole pour en parler à son tour. Alors tout à fait, moi je voulais insister sur un terme clé pour moi qui est la confiance. Si pour moi il y a
un seul mot pour résumer une bonne relation client, c'est le terme confiance. Alors bien sûr, on va en parler ensemble lors de ce webinaire. On va évoquer les moyens pour créer ou maintenir une confiance avec ces différents interlocuteurs ou clients. On va parler des termes de transparence, de qualité de travail, de qualité d'échange. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la confiance, c'est relativement simple à mettre en place dans une relation client unique. Par contre, on va éprouver un peu plus de difficultés dans le domaine de l'immobilier pour différentes spécificités qui vont justement être présentées par Noémie ensuite. Donc, je vais te laisser la main, Noémie. Merci Mathieu. Alors effectivement, on a quelques particularités en tout cas de l'immobilier. Comme le disait Mathieu, la mise en place d'une relation client, en tout cas la confiance qu'on peut mettre dans une relation client unique est assez simple. Par contre, dans l'immobilier, on va faire face à des communications de groupe. Je pense que ça doit vraiment vous parler. Et quand on parle de groupe, on parle de clientèle hétérogène, donc avec des âges différents, des manières de vivre différentes. Et ça demande du coup au gestionnaire de devoir adapter sa communication à toutes les personnes qu'il peut avoir au sein d'un groupe. Pour résumer un peu ces deux points, je pense qu'on pourrait à peu près dire qu'un gestionnaire doit être un caméléon de la communication parce qu'il doit réussir à s'adapter par rapport à la clientèle qu'il a en face. Cette communication, donc, même si elle est tenue par un gestionnaire au mieux qu'il peut, parfois on est également dépendant des fournisseurs. Donc, je pense que je peux en faire sourire certains, mais en assemblée générale, je pense que c'est déjà arrivé, enfin, côté un peu spécifique, syndic, d'être un peu retoqué par les copropriétaires parce qu'on n'avait pas reçu tel ou tel devis. Et malheureusement, nous étions à ce moment-là dépendants parfois de fournisseurs et notre image peut être un peu, je dirais, brouillée par rapport à cette communication qu'on avait avec le fournisseur. Les points clés dans l'immobilier, c'est surtout des rendez-vous présentiels qu'on a 1 à 2 fois par an. Et c'est vrai qu'avec la situation actuelle, on s'est retrouvé avec une situation de télétravail qu'on ne connaît pas, qui est un peu particulier pour nous. Et du coup, je vais laisser Thibaut prendre un peu la parole sur cette thématique-là. Parfait, merci Noémie. Donc effectivement, il y a un certain nombre de choses qui changent dans le cas du télétravail et on voulait un peu insister dessus avant de vous donner les bonnes pratiques pour offrir une bonne relation client en phase de télétravail. Chose évidente, premier point, il n'y a plus de contact visuel. En tout cas, il n'est pas immédiat et il n'est pas sur place en temps réel. Et ça, on sait que c'est un élément clé pour avoir confiance en quelqu'un. Quand quelqu'un vient vers nous, passe du temps avec nous, fait une démarche auprès de nous, c'est un vecteur fort de confiance. On n'a plus ce vecteur-là. Donc, il va falloir trouver des solutions alternatives. Notre environnement de travail aussi, lui, change. Donc, quand on doit être en discussion, en webinar, comme on l'est aujourd'hui, ou peut-être en rendez-vous, eh bien, l'environnement de travail, lui aussi, a changé. Donc, il faut pouvoir essayer d'en recréer un qui n'est plus sur le lieu de travail immédiat. Autre élément encore, beaucoup d'informations quand il s'agit de relations clients, d'accompagnement client, et parfois connu ou uniquement détenu par l'un de nos collaborateurs, coéquipiers, etc. Malheureusement, on n'y a plus accès, puisque ces personnes-là ne sont pas à côté de nous, on ne peut plus rentrer dans le bureau pour leur poser la question. Donc, on verra que c'est un défi aussi auquel il va falloir répondre. Et le dernier point, c'est on n'a plus accès à nos collaborateurs, on n'a plus non plus accès à nos documents. Donc, on connaît tous ces grands bureaux avec des grandes armoires derrière les postes de travail. Aujourd'hui, on ne peut plus aller consulter les documents s'ils n'ont pas été numérisés au préalable. Donc, comment on peut maintenir un bon niveau d'information sans avoir accès à ces différents éléments? C'est ce qu'on va essayer de vous détailler maintenant pendant les quelques minutes encore qui nous restent, puisqu'on nous reste une vingtaine de minutes maintenant. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque donc ces 8 bonnes pratiques, en commençant par la première, et je vais à ce moment-là redonner la parole à Mathieu sur la notion de rapidité. Oui, effectivement, quand on pense bien souvent à la qualité de service et à la satisfaction client, le terme numéro 1, le critère numéro 1 qui semble apparaître, c'est la rapidité. Et pourtant, cette rapidité, c'est plutôt un faux ami. Effectivement, on se rend compte que bien souvent, il vaut mieux des réponses qui sont un peu plus longues dans le temps, qui mettent un peu plus de temps à arriver, mais qui soient bonnes et complètes, plutôt une réponse qui soit rapide et incomplète. Il va d'ailleurs falloir
pour ça, identifier les points critiques, les demandes qui nécessitent une réponse immédiate et celles qui n'en nécessitent pas. Alors là-dessus, on reviendra un petit peu plus tard sur la priorisation. Mais ce qu'on remarque, c'est que bien souvent, on privilégie les demandes qui sont simples, rapides à répondre et qui sont pourtant pas forcément les points prioritaires. Là-dessus, d'ailleurs, c'est important pour parler des demandes un peu plus complexes, de parler de la préparation de la réponse. J'en parlais tout à l'heure, les réponses complètes sont importantes et vont générer beaucoup moins de demandes clients. Et donc, il ne faut pas hésiter à prendre le temps de s'informer, de rechercher les informations et d'envoyer une réponse claire, une réponse unique, mais claire et complète, plutôt qu'une réponse incomplète. Et là-dessus, on a une petite anecdote à vous partager chez Inch, justement sur le pôle client. Pour ceux, alors, on a sur Inch donc une petite bulle de chat pour les utilisateurs qui leur permettent de converser directement avec l'équipe Inch. Peut-être qu'il y a certains utilisateurs de Inch dans le webinaire. Début 2019, pour nous, le critère de la rapidité était le critère numéro 1. Il fallait que chaque demande soit répondue en moins de 5 minutes. Et là-dessus, bien souvent, on s'est rendu compte que les demandes, on répondait simplement « je vais me renseigner, je reviens vers vous ». Je vais regarder, je reviens vers vous. Et puis, on répondait sous quelques heures ou sous quelques jours et ça crée de l'insatisfaction. On a changé cette façon de faire en 2019, au courant de l'année 2019. Maintenant, on répond sous quelques heures pour les demandes urgentes, dans la journée pour les demandes moins urgentes, mais on donne une réponse très claire. Et on voit que la satisfaction client en 2019 chez Inch, sur le chat en tout cas, est passée de 90% de satisfaction à 95%. Le nombre d'utilisateurs a été multiplié par 2 et le nombre de demandes clients a été divisé par 3, malgré cette augmentation d'utilisateurs. Et principalement grâce à ces réponses complètes et également au partage d'informations, de bases de données de connaissances aux utilisateurs en ligne directement via des articles de centre d'aide ou foire aux questions. Et là-dessus, justement, je vais laisser Thibaut enchaîner sur la partie traçabilité. Alors, la capacité à transmettre de l'information, on le disait, que ce soit sur la traçabilité qu'on a au sein de Inch, et d'ailleurs les utilisateurs de Inch pourront peut-être témoigner sur ce sujet-là. Il y a aussi une posture qui est essentielle pour la bonne relation client avec le terme clé qu'on évoquait tout à l'heure, qui est celui de la confiance, c'est celui de la transparence. La transparence est extrêmement utile pour pouvoir retisser, recréer cette confiance. Et on se rend bien compte que derrière cette notion de transparence, on a cette notion de niveau d'attente. On se rend bien compte que quand les niveaux d'attente entre le fournisseur de service et le client ils sont identiques, il y a une satisfaction de la part du client et dès qu'il y a un décalage, il y a de l'insatisfaction. Si je reprends l'exemple de Mathieu, je m'attends à ce que mon interlocuteur me réponde tout de suite et il me répond finalement plus tard, je suis insatisfait. Mais si je m'attends à ce qu'il me réponde peut-être un peu plus tard, avec un peu plus de temps de réflexion, mais avec un contenu de qualité, je serai satisfait même si la réponse est arrivée un peu plus tard. Donc, le sujet de la transparence est un sujet essentiel. Premier point, extrêmement simple, partager ses horaires de disponibilité. Vous avez une grande partie des entreprises ont des comptes Google My Business. Ça permet de partager sur Internet directement ses horaires d'ouverture. C'est très simple. On peut le faire aussi au travers d'un SVI, d'un serveur vocal interactif. Dès que quelqu'un vous contacte, vous êtes capable de lui dire quand est-ce qu'il peut vous joindre. Et ce qui fait que s'il ne parvient pas à vous joindre à un horaire que vous lui avez indiqué comme étant pas un horaire de disponibilité, il y aura moins d'insatisfaction. À nouveau, sur les attentes, on peut aussi parler des niveaux de service. Les niveaux de service, c'est quoi? C'est en fonction de certaines thématiques, de certaines catégories de demandes, on va établir des niveaux de service particuliers, c'est-à-dire des exigences, des attentes qu'on aura à la fois peut-être du client envers nous et puis au sein de l'entreprise entre services et entre collaborateurs. Je vous prends l'exemple d'une demande qui vous parvient d'un client qui est identifié comme VIP et sa demande est identifiée comme urgente. Donc, on a deux catégories qui interviennent, VIP et urgent. Et bien, à ce moment-là, on peut définir au sein de l'entreprise un niveau de service qui fait que même un service qui n'était pas directement en contact avec le client, s'il reçoit une consultation ou s'il est sollicité dans le cadre de cette demande, c'est que lui aussi, à nouveau, va devoir répondre rapidement pour satisfaire le client. Ça, c'est pour les niveaux de service.
Il faut évidemment savoir dire non et je ne sais pas. Cette transparence-là permet aussi la confiance. Quand quelqu'un a en face de lui un interlocuteur qui partage son service, mais de manière directe, c'est assez intéressant parce que c'est là où la confiance va pouvoir se construire. Si c'est toujours dans le positif, même si derrière ça ne suit pas, finalement, la personne aura du mal à concrètement pouvoir identifier son interlocuteur. Si les réponses sont claires et parfois négatives, mais on va le voir expliquer, alors à ce moment-là, la confiance peut se construire. Donc, pour revenir sur la notion d'explication, si vous avez un retour qui n'est pas le retour qui serait attendu par le client, expliquez pourquoi. Faire la pédagogie de la situation, c'est toujours une bonne chose. C'est une sorte de communication non violente pour le client qui, de temps en temps aussi, peut vous paraître un peu longue, mais sera absolument essentielle pour ne peut-être pas satisfaire la demande du client immédiate, mais pour absolument pouvoir conserver la confiance avec lui. Je passe le mot maintenant à Noémie qui va pouvoir vous parler de priorisation. Tout à fait. Donc, ça va permettre de rebondir sur ce qu'a pu dire Mathieu et Thibaut également. Pour nous, c'est très important de catégoriser vos tâches. Ça vous permet d'éviter d'être trop envahi par les urgences. On sait que c'est un milieu dans lequel les urgences sont très fréquentes. Je pense que ça peut en faire sourire certains, mais je me suis permise de marquer ne pas prioriser les plus bruyants. Je pense qu'on a l'habitude de recevoir des emails avec des caractères un peu plus gras ou taper le mot urgence. Comme disait Mathieu tout à l'heure, on prend le parti de répondre vite pour essayer d'éteindre le feu, mais au final, cette petite réponse qui va être rapide ne satisfera pas forcément le client et le feu reprendra forcément derrière avec des emails encore un peu plus bruyants. Donc, catégoriser vos tâches va vous permettre de justement avertir toutes ces urgences qui peuvent arriver, à savoir que potentiellement parfois on va prendre un peu moins d'importance pour changer une ampoule dans une cave et ça peut d'un coup devenir une urgence beaucoup plus importante. Donc catégoriser est très très important pour pouvoir avoir un très bon suivi des dossiers qui sont en cours. Aujourd'hui, je pense que pour prioriser, on a besoin de certains outils. Je me suis permise de mettre des outils en bas, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est Asana, Monday, Pocket ou Trello, qui vous permettront justement de pouvoir gérer ces tâches dans votre quotidien. Dans la gestion de tâches, ce qui est intéressant également pour nous, c'est de pouvoir retrouver l'ensemble des notations qu'on a pu mettre et également l'ensemble des documents, ce qui va me permettre de rendre la main à Mathieu sur la partie documentation. Alors effectivement, la documentation est très très importante en télétravail, puisque bien entendu, quand on est au bureau, on a accès à l'ensemble des documents papier, puisque alors j'imagine que certains d'entre vous n'ont pas encore totalement une dématérialisation, enfin dématérialisé complètement leurs documents. Donc effectivement, c'est important de pouvoir accéder aux informations à l'extérieur du bureau. Et également, quand on est au bureau, on a la possibilité d'aller très facilement voir les collègues, poser des questions aux collègues pour rechercher des informations, ce qui est beaucoup plus complexe en télétravail. Et donc, c'est important d'avoir des logiciels qui permettent de retrouver toutes les informations à l'extérieur. C'est également important de documenter les échanges, puisque justement, dans les données clients, on a également tous les échanges qu'on va avoir avec les clients. Là-dessus, on parle effectivement d'email, d'appels, on parle de rendez-vous clients. Et donc, il va falloir centraliser tous ces échanges, indiquer toutes les informations pour que n'importe qui au sein de l'agence puisse retrouver les échanges, les informations et pouvoir, si elle a besoin, prendre des décisions, effectuer des actions. Là-dessus, d'ailleurs, Inch est un logiciel qui a été conçu de cette façon-là, de centralisation des informations, de traçabilité, dont on va parler un peu plus tard. Qu'on va d'ailleurs un peu pouvoir assimiler à un CRM que je vais vous présenter dans les outils. Et ensuite, certes, documenter les échanges, c'est bien, mais avoir des modèles de prise de notes, c'est encore mieux. On va pouvoir indiquer les informations nécessaires dans ces documentations des échanges et donc être sûr de ne louper aucune information. Et nous, là-dessus, on pourrait vous partager si ça intéresse certains, mais on a documenté tous les rendez-vous, tous les échanges qu'on va avoir avec les clients et à chaque fois, on a indiqué tous les points qu'il fallait qu'on note
Donc ça, on l'a noté dans un outil qu'on appelle Notion, que je vais vous présenter rapidement. Notion, c'est un outil de process interne, de documentation interne qu'on utilise nous chez Inch. Donc ça, c'est une partie qui est privée chez Inch. Et ensuite, on a également une partie qui est publique, où là, on partage différentes informations pour nos clients, un centre d'aide, un guide d'utilisateur, etc. Donc ça, c'est très important d'utiliser ce genre de documentation, et en interne et en externe. Slide est un concurrent de Notion, donc c'est pour faire exactement la même chose. Slack est un outil de conversation, d'échange en interne, donc qu'on utilise chez Inch, qui remplace finalement le fait de changer de bureau pour aller poser sa question. Et le CRM, c'est un outil de centralisation des échanges et que, encore une fois, on peut assimiler globalement à Inch sur la partie gestion des incidents. Si toutes les informations sont bien notées, sont visibles par tout le monde, on a cette traçabilité. Et cette traçabilité, c'est vraiment la clé de la documentation. Et finalement, si la traçabilité est complète, on va même pouvoir anticiper et planifier les prochaines actions. Et là-dessus, je vais justement redonner la main à Noémie qui va nous parler de la partie planification. Parfait. Merci Mathieu. La planification, donc ça peut paraître un peu bateau, mais c'est très très important d'entretenir sa relation client. C'est un peu comme une relation amicale, il faut qu'on puisse mettre des rendez-vous fréquents et pouvoir échanger sur des sujets avec des dates bien précises. C'est assez compliqué en fait à terme de réussir à avoir des dates dans les rendez-vous, dans les agendas de vos clients. Donc le plus important, c'est de réussir à exister dans cet agenda-là, en prenant peut-être 2 à 3 rendez-vous d'avance, ce qui vous permettra d'être sûr d'entretenir cette relation. Lorsque les rendez-vous sont pris déjà en amont dans l'agenda, ça vous permet de préparer des ordres du jour. Les ordres du jour vont être préparés en lien avec le client, que ce soit en amont pour bien préparer cette réunion, ou d'ailleurs après, pendant la réunion, préparer le prochain ordre du jour et être sûr en tout cas de ne pas louper des sujets. Donc on parlait tout à l'heure par niveau d'urgence. Là au moins, ça vous évite toutes ces urgences parce qu'on a réussi à planifier en amont toutes les questions qui étaient à traiter. Pour vous aider à planifier ça, il y a des systèmes d'alerte, des systèmes de rappel. Et également, nous, on s'en sert beaucoup chez Inch. C'est un petit lien qui permet de prendre des rendez-vous directement dans l'agenda. Donc, c'est simple, c'est un petit lien unique qu'on envoie par email. Et vos clients vont pouvoir directement prendre rendez-vous dans votre agenda. Ça évite ces appels, encore des appels en trop, parce que je pense qu'on est un peu submergé d'appels. Donc, c'est une technique, en tout cas, très simple pour venir prendre un rendez-vous. Un peu le système de Doctolib, si vous connaissez. Et voilà, c'est assez simple de le faire. Je me suis permise de mettre également quelques outils qui pourraient vous permettre de faire ces prises de rendez-vous et également gérer ces systèmes d'alerte. Ce qu'il faut entendre dans la planification et dans ces rendez-vous quotidiens, c'est la qualité du travail qu'on va apporter. Parce que tous les sujets seront normalement traités. C'est un peu, alors je parle un peu au niveau syndic, mais comme tous ces conseils syndicaux qu'on tient, on arrive à avoir un vrai suivi et un maintien de la communication avec, d'ailleurs on parle de groupe, donc avec ce groupe-là précisément. Et c'est très important, en tout cas, d'avoir une qualité de travail et de pouvoir démontrer cette qualité de travail. Donc, je vais redonner la main à Mathieu pour parler de la qualité de travail. Alors, sur la qualité de travail, nous, on a différencié donc, les 3 principaux moyens de communication qu'on va avoir en télétravail, les emails, les appels, les visioconférences. Alors, l'idée, ce n'est pas de vous expliquer comment envoyer un email et comment passer un appel. Maintenant, c'est de vous donner quelques astuces que nous, on a sur la gestion de ces moyens de communication. Dans les emails, typiquement, on sait que les emails longs ne sont pas forcément les plus lus, ou en tout cas pas jusqu'à la fin. Et pour ça, c'est important d'avoir des emails qui soient courts. Là-dessus, n'hésitez pas à utiliser des liens. Noémie vient de vous en parler avec les liens pour les calendriers. N'hésitez pas à en utiliser également pour des foires aux questions, des centres d'aide. Et donc, créer cette documentation-là sur Notion, par exemple, comme j'en parlais tout à l'heure, ou sur votre site Internet directement. Et n'hésitez pas à transmettre des liens. Si vous avez des liens et donc des réponses qui sont déjà catégorisées pour des demandes qui sont récurrentes, vous allez même pouvoir utiliser des modèles, des emails qui sont déjà définis, vous allez pouvoir réutiliser avec simplement un accès aux liens. Alors parfois, bien entendu, on a des demandes par mail qui sont plus complexes, qui demandent une analyse un peu plus poussée de la question, une réponse qui soit personnalisée. Et dans ce cas-là, c'est très important de structurer sa rédaction.
de structurer sa réponse. Faire un plan peut être nécessaire, découper les problématiques également, mais en tout cas, même sur un long mail, ce qu'il va falloir avoir, c'est des éléments bien distincts, un mail aéré et encore une fois complet. Je vais passer ensuite aux appels. Sur les appels, alors, c'est important de voir, alors surtout en télétravail, on va avoir un suivi de l'appel qui va être très précis, une chronologie de l'appel qui va être précis. Quand on va recevoir un appel, c'est très important d'écouter la personne, la problématique de la personne. On va avoir besoin justement de questionner la personne sur certains points, probablement son nom, probablement son identifiant, si on le différencie par son identifiant, son immeuble. On va ensuite devoir probablement se renseigner, donc j'en parlais tout à l'heure, accéder à des outils, que ce soit des ERP, que ce soit des CRM, des outils internes qui centralisent des informations. On va devoir rechercher des informations pour ensuite prendre une décision. Et il va être important, quand on va prendre cette décision, de communiquer avec l'interlocuteur. C'est important de communiquer tout au long de cette résolution avec l'interlocuteur pour qu'il comprenne, qu'il soit écouté et qu'on traite sa demande et qu'on ne l'ait pas laissé traîner pendant 5 minutes au bout du fil en attente. Une fois qu'on a solutionné la problématique du client ou la demande, c'est important de s'assurer de la résolution, de restituer toutes les actions qui ont été effectuées. Si on peut faire d'ailleurs des actions en direct que lui peut voir directement sur son téléphone ou son ordinateur, c'est encore mieux. Et ensuite, il va falloir ne pas hésiter à demander s'il a besoin d'autres informations. Cet appel risque de prendre un peu plus de temps qu'en temps normal, mais si cette chronologie est bien respectée, encore une fois, la satisfaction va être plus importante et le nombre de demandes va être aussi relativement réduit. Pour parler des visioconférences, alors, on est à l'aube des AG en ligne ou même on est en plein dedans. Donc, ces visioconférences vont être poussées. Ce qui est important en visioconférence, l'idée, les quelques astuces qu'on vous conseille, c'est d'avoir des outils, des bons outils. Par bons outils, je parle d'ordinateur, je parle de connexion Internet, je parle de micro, de casque, de caméra. Il va falloir aussi bien se positionner face à la caméra pour pouvoir voir une bonne partie de l'interlocuteur lorsqu'il va s'exprimer. Il va falloir avoir un environnement qui soit relativement sobre, comme on le voit d'ailleurs derrière nous avec des murs blancs et malgré quelques affiches. Pour tout ça, pour garder l'attention des spectateurs et également du conférencier, ce qui va être important. Si tous ces moyens de communication sont bien maîtrisés, finalement, on va se rendre compte que on va mieux comprendre les besoins des clients et finalement, on va même pouvoir l'anticiper. Et d'ailleurs, je vais laisser Thibaut reprendre la main sur cette partie d'anticipation. Merci Mathieu. Effectivement, l'anticipation, c'est une des vertus les plus agréables en relation client. Quand quelqu'un est capable de savoir ce dont on aurait besoin plus tard, c'est toujours très, très apprécié par les clients. Donc, premier point, ça paraît assez évident. Tous les clients ne sont pas identiques. En revanche, pour certains d'entre eux, ils se ressemblent. On peut définir des petits clients, un petit immeuble, un immeuble un peu plus important avec une physionomie particulière et puis ensuite des très grands immeubles. Et chacun de ces immeubles-là, chacun de ces actifs, chacun de ces clients peut avoir des besoins assez particuliers, mais on peut en faire des catégories. On peut en faire des catégories et selon ces catégories ont eux aussi des cycles de vie. C'est-à-dire qu'un immeuble va, pendant une année, s'il est de 100 lots, avoir des besoins un peu particuliers qui seront peut-être différents de ceux des besoins d'un immeuble de 10 lots, par exemple. Donc, avec ces éléments-là, on va être capable de croiser ça. Si on a bien fait notre documentation, on va être capable d'identifier les besoins particuliers. Et là, on n'a pas uniquement à faire appel à notre expérience, mais même des collaborateurs relativement jeunes dans l'organisation peuvent arriver à identifier des besoins particuliers sur des clients qui connaissent peu en croisant à nouveau la catégorie de clients, le cycle de vie et la documentation qu'il y a précédemment. Autre élément, il peut être aussi capable d'identifier les prochaines étapes. Alors, soit il peut faire appel à son expérience en sachant qu'à l'issue d'un conseil syndical, voici les actions que je pourrais mener, ou simplement si on établit, et vous pouvez le faire dans Inch, des procédures internes qui permettent un peu de faire une sorte de checklist sur les prochaines étapes à réaliser. Tous ces éléments d'anticipation permettent de dépasser les attentes et le fait de dépasser les attentes est vraiment un investissement. À partir du moment où
un client, je l'ai satisfait une bonne fois pour toutes, normalement, il va moins me solliciter. Voilà pour la 7e bonne pratique. Je laisse à Noémie la parole pour la dernière bonne pratique autour de la valorisation. Tout à fait. Alors, la valorisation du travail, pour moi, c'est vraiment une partie qui me parle énormément parce que c'est grâce à ça, en fait, que je suis arrivée chez Inch il y a 4 ans. Et c'est vraiment la ligne directrice, en tout cas, de Inch aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, et je pense que tout le monde sera d'accord dans les personnes qui m'écoutent, c'est que dans le milieu de l'immobilier, on a le temps de travailler, mais on n'a pas le temps de communiquer sur ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on ne peut plus en fait, passer à côté de ça parce qu'il y a tellement d'outils qui nous permettent de le faire. C'est très, très important de pouvoir communiquer en temps réel. Et d'ailleurs, j'ai marqué en 2e point, prévenir l'ensemble de l'écosystème parce qu'il y a tellement de personnes qui régissent autour de ça qu'on a besoin, en fait, en un seul clic, de pouvoir communiquer avec tout le monde. Je prends mon exemple plutôt partie syndic, mais quand on parle de tout le monde, il faut réussir à parler aux propriétaires, parfois aux locataires, au conseil syndical. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure aux fournisseurs. C'est très important d'avoir une bonne relation fournisseur pour éviter ce qu'on s'était dit au tout départ de la présentation. Donc, il est vraiment, vraiment important de pouvoir communiquer. Ma première slide parlait de groupe. C'est important également de réussir à communiquer avec toutes les personnes au sein d'un groupe. Donc, on a plusieurs biais de communication, plusieurs canaux de communication qui nous permettent de toucher tout le monde. On parle par le SMS, on peut parler par l'email, on peut parler par l'extranet qui nous a été imposé par la loi Allure il y a quelques temps. On peut également communiquer avec des personnes plus âgées par un autre biais, mais en tout cas, on a moyen, nous, de communiquer aujourd'hui avec l'ensemble des personnes d'un groupe. Ça, c'est vraiment la communication, je dirais, quotidienne, dans la bonne résolution d'un ordre de service, à chaque étape, pour prévenir de ce qui s'est passé. Et également, ce qui est important, c'est de faire des comptes rendus de gestion à la fin de l'année, parce qu'habituellement, on fait des petits comptes rendus qui sont assez rapides, parce qu'on a du mal à savoir le nombre d'emails envoyés, le nombre de temps passé au téléphone avec tel ou tel client. Et pourtant, c'est vraiment la base du travail d'un gestionnaire, c'est le temps passé à côté, pas simplement l'assemblée générale, enfin là je parle encore partie syndic, mais pas simplement la visite d'immeuble. Il y a énormément de travail fait en amont et qui n'est pas vraiment visible. D'où l'iceberg d'ailleurs qu'on a pu mettre en schéma ici. Très important de pouvoir remonter tout ce qu'on a pu faire dans le travail en amont. Le compte rendu de gestion, ça vous permet justement de mettre tous ces ordres de service que vous avez pu traiter avec ces moyens de communication en temps réel et également savoir le nombre d'appels passés, le budget prévisionnel ou autre, mais on peut mettre en tout cas beaucoup de renseignements dans ces comptes rendus de gestion et ça vous apportera une qualité de réponse satisfaisante pour des comptes rendus de fin d'année. Donc voilà, on a fait le point sur les 8 bonnes pratiques. Je vais redonner certainement la main à Thibaut pour qu'il nous fasse une petite synthèse de ce qu'on a vu ensemble. Oui, merci Noémie. On termine en quelques secondes avant que certains partent ou d'autres puissent poser des questions si ce n'est pas déjà fait. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'était de vous parler de la relation client. Vous avez eu 8 bonnes pratiques qui vous ont été partagées. Bien évidemment, la slide qu'on vous adresse aujourd'hui, qu'on vous présente aujourd'hui, on pourra vous l'adresser ensuite pour que vous retrouviez aussi tous les liens et tous les outils qu'on vous a proposés. Donc, le sujet de base, c'est que dans un cabinet d'administration de biens, un property manager, dans le logement social, le facteur numéro 1 de production, c'est l'humain. Et l'humain, pour qu'il soit performant dans sa relation client, il faut qu'il soit bien accompagné avec des outils, des procédures, des formations et surtout bien équipé. La jonction de ces 2 facteurs permet ensuite de l'augmenter. Et donc, pour quelqu'un qui serait potentiellement à distance, en fait, il peut offrir une qualité de service encore meilleure qu'il ne le faisait habituellement, même en télétravail. Et c'est avec ça qu'on voulait terminer la conférence d'aujourd'hui en vous disant effectivement, on est en télétravail, effectivement, la relation client est modifiée, mais on pense qu'on peut arriver à la rendre tout aussi humaine et même encore l'améliorer dans ces périodes un peu particulières. Voilà pour la présentation d'aujourd'hui. Je remercie tout le monde pour votre attention. On va peut-être pouvoir passer un peu aux questions. Alors, on va voir si on en a quelques-unes et on va essayer de les prendre une par une. Pour ça, je vais arrêter le partage de mon écran et vous allez nous voir normalement uniquement en webcam. Alors, on a une première question qui est de la part de François-Xavier de Framont. Noémie, que recommandes-tu parmi les différents outils que tu viens de suggérer? Alors, c'est pour la taille de priorisation. D'accord. C'est ça, exactement. C'est parmi Monday, Trello, etc. Et je vais redonner la main à Thibaut, qui a une meilleure connaissance que moi sur ces outils-là. Alors,
Effectivement, François-Xavier, il y en a plusieurs, il y en a plein qui existent et vous pouvez utiliser même le gestionnaire de tâches sur votre téléphone portable, sur votre ordinateur, dans Outlook. Il y en a vraiment de tout type. Après, ce qu'il faut arriver à bien dimensionner, c'est deux choses. La première, c'est extrêmement important de pouvoir catégoriser les tâches. Ça, c'est la clé de la productivité. Il faut pouvoir dire, ça, je le refais à tel moment, ça, c'est tel niveau de priorité. Si on gère toutes ces tâches les unes après les autres, on ne s'en sort jamais. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de ne pas sauter sur une tâche en se disant, j'ai un outil de gestion de tâches, j'ai juste à cocher une tâche une fois qu'elle est terminée et ça m'ira très bien. Ça n'arrive absolument jamais. Vous terminez une tâche, vous allez toujours devoir revenir dessus. Autrement dit, un outil de gestion de tâches qui vous permet juste d'avoir une description, c'est assez insatisfaisant selon nous. Et il faut des outils de ticketing qui permettent, en fait, le ticketing derrière, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est de donner pour chacune des tâches une référence, un nombre de traitements, un calendrier, un historique d'opérations qui vous permettent de redonner du contexte par rapport à cette tâche, premier point, et surtout de le valoriser à la fin de l'année. Vous faites des milliers de tâches pour vos clients. Si vous le mettez sur un outil qui ne vous permette pas de restituer le travail qui a été fait, ça va être très compliqué dans des métiers de service de montrer ce qui a été fait dans l'année puisque vous auriez potentiellement à ouvrir votre calendrier Outlook, par exemple, et je pense que ce n'est pas si facile que ça à faire. Voilà, donc, je ne sais pas si on répond à la question, François-Xavier, mais outils de gestion de tâches, prenez ce que vous voulez, il y en a plein. Après, si sur certaines tâches, vous souhaitez aller un peu plus loin, catégorisez et utilisez des systèmes de ticketing pour avoir l'historique et pour pouvoir valoriser votre travail. Et autre question de François-Xavier, est-ce qu'on peut envoyer le PowerPoint de la présentation? Bien évidemment, vous l'aurez tous sans aucun problème. Voilà un peu pour les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont intervenus entre-temps? Ok, très bien. On a Emilien qui nous quitte parce qu'il doit vaquer à d'autres occupations sans aucun problème. J'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de demandes aussi sur lesquelles il y a déjà eu des réponses. Ok. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Pour l'instant, on répond à toutes les questions. S'il y en a encore quelques-unes, n'hésitez pas à les poser. Donc, pour pouvoir poser une question, c'est assez simple. Vous allez en bas à droite, ou en tout cas en bas de votre écran, vous avez deux petites bulles où il y a écrit Q et R. Et à cet endroit-là, vous pouvez poser une question. Et donc, si vous la posez, on va pouvoir y répondre en temps réel. Alors, l'outil de la… quel outil? Alors, je te laisse, Mathieu, peut-être répondre sur ce point-là. Effectivement, je n'ai pas parlé d'outils pour la visioconférence, mais effectivement, il y a beaucoup d'outils. Nous, comme vous le voyez, on utilise un outil qui s'appelle Zoom, qui a été dont on a pas mal parlé pendant le confinement. Il y en a beaucoup d'autres. Skype est un très bon outil professionnel. Le logiciel Teams de Microsoft est un très très bon outil également. On a un outil en ligne qui est très simple d'utilisation qui s'appelle Whereby, donc W-H-E-R-E-B-Y, qui est également un outil très simple et très bien, qui fonctionne très bien, en version gratuite, qui fonctionne jusqu'à 3 ou 4 personnes, il me semble, qu'on utilise également de temps en temps chez Inch. Et puis, il y a également ensuite Hangout, par exemple, de Google. Enfin, il y a beaucoup d'outils là-dessus. Nous, on utilise Zoom, comme vous voyez, et un petit peu Whereby. Je ne sais pas si tu avais peut-être d'autres choses à rajouter, Thibaut, là-dessus, mais… Non, non, je pense que c'est les bons outils que tu listais. Il y a peut-être d'autres encore. Et ça, vous tapez outils de visioconférence sur Internet, vous allez en avoir plein. C'est vrai que l'idéal, c'est ceux qui marchent parce que c'est toujours un peu délicat lorsqu'il y a un certain nombre de mises en place, installation, création de comptes à faire. Je ne sais pas si tu as parlé d'Hangout, Mathieu, je ne sais pas si tu l'as dit. Si, mais très rapidement. Okay. Hangout, c'est un système de Google. Je me demande s'il n'y a pas une nécessité de s'inscrire. Whereby, typiquement, effectivement, ne demande pas d'inscription particulière. Il y a aussi JoinMe qui doit le permettre. Voilà, c'est surtout des outils sur lesquels vous êtes à l'aise. Ils font tous à peu près le même job. Quand vous les maîtrisez bien, vous serez en confort pour avoir un échange de qualité et avoir du contenu qui sera au rendez-vous. Le contenant, bon,
normalement, vous aurez du bon son, vous aurez une bonne vidéo. Et encore, ça dépend beaucoup de votre organisation à vous, hein. Vous voyez, aujourd'hui, on a fait attention de pouvoir être dans un endroit suffisamment lumineux, suffisamment clair, avec une disposition de l'écran qui permet d'avoir un bon échange. Et donc, ça, c'est aussi de l'organisation de votre côté. Le son aussi, c'est quelque chose à valider, à vérifier aussi avant pour que ça soit confortable. C'est des bonnes pratiques qu'on avait déjà eu l'occasion d'évoquer, mais qui peuvent être assez utiles à côté des outils que vous a partagés, Mathieu. Y a-t-il une autre question? N'hésitez pas, hein, on est ravis de pouvoir répondre à ça. Il n'est pas certain qu'on ait réponse à tout, mais en tout cas, on fera tout notre possible pour vous répondre. Cyril précisait pour les assemblées avec beaucoup de personnes, pour la visioconférence, du coup, j'imagine. Ok. Alors, Cyril, si je peux partager un point là-dessus, avant de créer Inch, j'ai eu l'occasion de travailler dans des sociétés qui vendaient des solutions de visioconférence. Et effectivement, quand il y a beaucoup de monde, le sujet est plutôt de venir sur un outil qui est un outil de webinar plus qu'un outil de visio. C'est un tout petit peu différent. Il y a des fonctionnalités un peu en plus. Vous voyez, à l'occasion, par exemple, lorsqu'on est arrivé, on est 3 panélistes, Noémie, Mathieu et moi. Vous pouvez poser vos questions, ce qui fait qu'il n'y a pas trop d'interruptions, de bruit d'entrée, de bruit de sortie. Tout ça, c'est des bonnes pratiques à avoir et des outils de webinar de qualité, vous en avez plein. Je pense à WebEx, je pense à GoToMeeting, je pense à Zoom. Tous ces outils-là, vous pouvez y aller à peu près les yeux fermés. Vous aurez des outils qui sont vraiment de qualité. Il faut un peu de prise en main, il faut de l'entraînement pour bien les maîtriser, mais normalement, vous n'aurez aucun problème. Cyril, j'espère qu'on a répondu à la question. On a une question suivante de la part de Franck Nouri qui nous dit « Avez-vous des outils de gestion de tâches hors ticketing liés à Inch ?» Alors aujourd'hui, non. On n'a pas d'outil de tâches qui soit directement lié à Inch. On a un système de gestion de tâches dans Inch, si vous souhaitez le faire. Après, si vous avez des outils dans lesquels vous avez un certain nombre de tâches déjà présents et que vous souhaitiez éventuellement retrouver ces informations, moi, ce que je vous invite à faire, c'est prendre contact avec nos équipes où on aura peut-être des solutions à vous proposer là-dessus. Je ne sais pas si Noémie, Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Non, pour moi. Non, très bien, mais du coup, je donnerai effectivement peut-être mes coordonnées dans la présentation pour qu'on puisse prendre rendez-vous avec moi et prévoir des démonstrations ou peut-être pouvoir montrer d'autres outils si besoin. Super. OK. François-Xavier nous pose la question, est-ce que Inch prévoit de proposer des solutions intégrées pour les assemblées générales en visio? Donc, François-Xavier, oui, c'est totalement à l'étude, puisqu'on serait assez bien placé pour accompagner les professionnels là-dessus. Il s'agit quand même de pouvoir bien identifier le besoin, puisque vous avez suivi un peu les réglementations récentes. Il y a une question de vote, il y a une question de est-ce que c'est en audio, est-ce que c'est en visio plus audio. Tous ces éléments ne sont pas encore tout à fait bien arrêtés. Il ne s'agit pas pour nous de répondre à la va-vite à cette thématique que l'on pense structurelle. Et donc, d'ailleurs, on va vous adresser dans les quelques jours, même peut-être quelques heures prochaines, un petit questionnaire pour bien qualifier le besoin à notre tour aussi, pour vous offrir une bonne relation client, essayer de bien comprendre ce qui serait clé pour vous et ne pas avoir une gestion de ce produit un peu distante en se disant qu'on a la science infuse alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Mathieu, Noémie, si vous voulez compléter. Non, c'est très clair. Non, c'est très clair. Merci Théo. Ok, alors on a une petite question de la part d'Emilien qui nous demande bonjour, la première insatisfaction est certainement le sinistre. Un onglet sinistre est-il envisagé par Inch permettant de soigner la communication et permettant de gestion digitale complète? Emilien, merci pour cette question. Effectivement, la partie sinistre va sortir, je pense, dans quelques jours, quelques semaines maintenant aussi. On a beaucoup travaillé là-dessus pour offrir une expérience qui soit super agréable pour vos collaborateurs et interfacée avec les sociétés de courtage avec lesquelles vous travaillez peut-être, ce qui permet d'avoir une collaboration totale entre à la fois vos équipes qui sont en face des clients et le courtier qui travaille finalement pour vous, mais aussi pour le client. Donc, il y aura peut-être aussi des niveaux de service à établir. Noémie, Mathieu, je vous laisse compléter sur ce point si vous souhaitez. Rajouter également qu'effectivement, on a
ce nouvel outil qui va sortir pour la gestion de sinistres, mais également on a mis en place ce qu'on appelle des dossiers qui va permettre aux gestionnaires, parce qu'effectivement, ce qu'on entend dans la gestion d'un sinistre, c'est la durée dans le temps. Ce n'est pas des sujets qui se traitent facilement et rapidement. Et à travers les dossiers, on va pouvoir justement mettre plusieurs actions, comme des listes de tâches à effectuer, des calendriers mis en place pour les expertises, contre-expertises qu'on peut avoir. Et ça permet en tout cas d'avoir une très bonne gestion dans le temps pour bien gérer votre sinistre. Et ce qui est primordial, je pense également, c'est la communication que vous avez en interne. C'est que toute personne qui travaille avec vous, ou d'ailleurs un autre collègue qui pourrait reprendre la main sur un dossier, toutes les informations sont directement rattachées dans ce fameux dossier sinistre. Donc, en tout cas, on met tout en place pour essayer, parce qu'Emilien a tout à fait raison, c'est des sujets qui sont longs et lourds à traiter, et on essaye au maximum de pouvoir y répondre par différents outils. Mathieu, je ne sais pas si tu as un truc à… Non, pour moi, je pense que tout a été dit. Mathieu, il y a une petite question aussi des mineurs, je te laisse peut-être y répondre sur est-ce qu'il y a un système de SMS prévu dans Hinge? Peut-être redonner un peu de contexte là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est-à-dire un système de SMS, de notification envoyée par SMS, si c'est de ça dont vous parlez, Emilien. Effectivement, sur Hinge, on a en fait des SMS, là, bien entendu. Hinge, en fait, a été fait pour communiquer de manière ce qu'on appelle low-tech, donc par des moyens qui sont utilisés par tout le monde et qui nécessitent peu on va dire, d'appétence aux technologies. Et donc, effectivement, on a la partie SMS qu'aujourd'hui, 99% des gens majeurs ont un téléphone portable, donc les mêmes personnes âgées. Et effectivement, on envoie les SMS sur Hinge, on a une gestion des SMS sur Hinge et une gestion des mails. Donc, si c'est ça la teneur de la question, je ne sais pas si Thibaut, tu avais des choses à rajouter. Mais… Non, je ne pouvais pas dire mieux que ce que tu disais. C'est un outil extrêmement utile dans l'immobilier. Noémie vous parlait de l'hétérogénéité, si on peut dire ça comme ça, des maturités technologiques. Si on veut être capable de communiquer avec tout le monde, autant se mettre sur le média de communication le plus simple. Et le SMS est clairement le mieux pour ça. Donc, je ne pouvais pas dire mieux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, la nouvelle option de gestion, très bien. On a, merci pour ce petit message. Est-ce qu'il y a, alors, il y a une question autour sur un ticket uniquement des échanges par email et non SMS. Alors, on a peut-être moins de contexte un peu sur cette question-là. Je ne sais pas si on va pouvoir… à ce que je comprends la question, c'est, je ne sais pas si je vais répondre correctement, c'est le gestionnaire aura le choix de communiquer avec ses propriétaires ou locataires, soit par mail, soit par SMS. C'est comme ça que je comprends la question. Je la comprends également comme ça. Et effectivement, du coup, je vais peut-être enchaîner sur la réponse, à moins que tu veuilles y répondre, Noémie. Mais effectivement, sur chaque notification, en fait, chaque action qu'on va effectuer sur Hinge, après Noémie, je pense que pourrait, je pense vous faire une démonstration et ce sera beaucoup plus clair. Mais effectivement, sur Hinge, quand on va effectuer une action, on aura la possibilité d'envoyer des SMS et ou des emails à chaque personne présente dans le ticket, dans l'incident. Et donc, effectivement, on a la possibilité, si on le souhaite, de n'envoyer que des mails, de n'envoyer que des SMS ou d'envoyer les deux. Exactement. Ok. On va voir si on a peut-être une dernière. On peut prendre peut-être une dernière question pour ce webinaire d'aujourd'hui. S'il y en a encore une. N'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. Est-ce qu'on a répondu oui, effectivement à tout? Oui. Je regardais là. On est content de vous avoir partagé pour répondre à certains commentaires une présentation claire, précise, rythmée et qualitative. On est très content. Et on souhaite que ce soit aussi l'occasion d'en refaire d'autres. Il y a plein de sujets qu'on voulait aborder et c'était déjà pas facile d'identifier le sujet, un des sujets qu'on voulait prendre pour ce webinaire. Et on espère pouvoir vous partager plein de contenus un peu de ce type-là.
D'ailleurs, si vous voulez nous suggérer peut-être des conférences ou des thématiques que vous voulez qu'on traite, vous pouvez aussi le mettre en questions et réponses. On pourra peut-être s'en servir pour de futurs webinars. S'il y a des points particuliers que vous souhaitez qu'on creuse, on sera ravis de le faire. On sera absolument ravis de le faire. On va peut-être se laisser encore une petite minute pour pouvoir vous permettre de poser une dernière question si vous le souhaitez. Ok. Bon, écoutez, il semblerait que les questions, on a pu toutes y répondre. Donc, pour ceux en tout cas qui avaient besoin d'une petite information, et on le répétera s'ils sont arrivés en cours de route, donc tout le contenu de cette présentation a été enregistré aussi. Donc, si vous souhaitez revivre cette conférence, ce sera possible. Vous aurez aussi la possibilité de reparcourir les slides. On vous donnera aussi dedans tous les liens des différents outils dont on vous a parlé, et puis on pourra le compléter par les outils de conférence aussi si nécessaire. Ce type d'intervention, comme je vous le disais, on va pouvoir en refaire d'autres aussi. Et en tout cas, écoutez, de notre côté, on était ravis de pouvoir partager cette petite heure avec vous. Et puis, on se dit à très bientôt. Si vous souhaitez nous contacter ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Vous avez normalement toutes les informations sur le site internet. Et puis, si vous avez des questions ou des envies de démonstration, c'est principalement Noémie ici qui sera en mesure de vous répondre. Exactement. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup. Ah, pardon, on a une petite question de Franck qui est arrivée. Est-ce qu'on a un module de visite d'immeuble? Oui, Franck, on a un module de visite d'immeuble. On en parle ici en webinaire parce qu'on n'a pas entre nous, mais vous allez pouvoir en profiter très rapidement et il vous permet de lancer une visite, parcourir les différents équipements que vous avez, mettre un pouce en haut, un pouce en bas en fonction de l'état de l'équipement, prendre des photos, créer des tickets à partir de ça et en faire un petit rapport à la fin et de l'envoyer à vos clients. Donc, merci Franck pour cette question, ce sera possible. On s'arrête là? Allez, écoutez, à très bientôt et merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Beaucoup et bonne journée.